Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. On va revenir sur deux autres points forts de l'actualité en Europe, de l'actualité européenne. La question des réfugiés et des migrants et puis également la question du PNR, un mot dont vous entendez beaucoup parler, notamment depuis quelques semaines, et qui va donner lieu également à un vote ici au Parlement européen. On en parle avec vous. Sylvie Guillaume qui nous avait rejoint, vous êtes socialiste, député du groupe socialiste et démocrate. Karima Delli, vous êtes député Vert, Alliance Libre Europe, verte, on peut dire ça comme ça. Stelios Kouloglou, vous êtes député grec, membre de la gauche unitaire européenne. Et Patrick Le Yarrick, également membre de la GUE. C'est pas un mot très très beau, mais c'est la gauche unitaire européenne. Voilà, on le redit comme ça. Alors, commençons... Voilà. Commençons tout de suite par le PNR. Sylvie Guillaume, on va peut-être rappeler en deux mots ce que c'est. Enfin, on le sait, c'est le registre des informations dont disposent les compagnies aériennes sur tous les voyageurs entrant ou sortant de l'Union et même à l'intérieur de l'Union. Alors, on nous le présente parce que c'est redevenu, on va revenir en détail là-dessus, c'est revenu dans l'actualité, bien entendu, notamment depuis les attentats de Bruxelles. C'est présenté par les défenseurs du PNR comme une des clés importantes de la lutte contre le terrorisme. Dites-nous ce que vous en pensez, reprécisons un petit peu effectivement ce qu'est précisément, voilà ce que c'est, et dites-nous ce que vous en pensez. Alors, puisque ça va être voté. Oui, ça sera voté. Ça sera voté conjointement, mais on y reviendra sûrement avec un autre texte. Et mon groupe était très volontaire pour que ce texte sur le PNR soit voté en même temps qu'un autre texte, deux autres textes sur la protection des données, qui est un texte, il y a un règlement et une directive qui chapeautent toutes les questions de protection des données. PNR, Passenger Name Record, c'est en gros quelque chose qui existe depuis assez longtemps, qui est pratiqué dans les États membres, qui est le recueil par les agences de voyage, les compagnies aériennes plus exactement, de 19 données personnelles, depuis votre numéro de carte avec laquelle vous payez votre billet jusqu'à vos préférences alimentaires, en passant par la nature des bagages que vous emportez à l'aller ou au retour de votre voyage si vous faites un retour. Donc 19 données sur les centaines de millions de personnes qui franchissent effectivement les frontières vers l'extérieur de l'Union ou à l'inverse. On reviendra peut-être aussi sur la question des vols intérieurs parce que c'est une question qui n'est pas tout à fait tranchée. C'est une grosse masse d'informations. C'est une énorme masse d'informations et c'est d'ailleurs ce qui nous a fait quand même un peu réagir, c'est que vis-à-vis de cette masse d'informations, il faut raison garder. D'abord, il faut savoir la traiter, ce qui est dans le domaine général des données, une question qui n'est pas toujours très bien faite. Le partage des informations et l'analyse des informations, je pense qu'il faut largement progresser en la matière. Et puis ce texte Passenger Name Record, il a quelquefois été présenté comme l'espèce de martingale absolue sur la lutte contre le terrorisme. Or, ce texte ne vise pas à résoudre tous les problèmes de terrorisme, sinon il aurait fallu qu'on se dépêche de le voter il y a plusieurs années de cela. Ce texte, il vise à chercher de nouveaux suspects parmi les centaines de millions de personnes qui franchissent les frontières extérieures de l'Union européenne. Donc en gros, si je peux me permettre l'analogie, c'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Voilà, de nouveaux suspects. Donc ça n'est pas inutile, parce qu'il y a des gens effectivement qui vont profiter des trajets pour éventuellement se rendre à l'extérieur de l'Union, en rentrer après avoir passé quelque temps en Syrie, peut-être. En tout cas, ça n'est pas inutile, mais je le redis, ça ne peut pas être la martingale absolue à la lutte contre le terrorisme. Les choses sont extrêmement nettes de mon point de vue sur ce sujet. Karima Delli. Alors moi sur ce sujet, je vais vous le dire très franchement, je suis assez fâchée quand j'entends notre Premier ministre, M. Manuel Valls, qui dit dans un premier temps, si le PNR n'est pas adopté, c'est à cause des députés européens. Oui, c'est ce qu'on entend régulièrement. Alors il faut bien dire aux citoyens que tout ça est faux. Pourquoi ? Parce que le PNR, vous l'avez dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et s'il y a bien deux États qui ont refusé justement d'avoir une vraie coopération européenne d'échange des données, c'est l'Angleterre et c'est la France qui a traîné des pieds. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous, les écologistes, nous sommes contre ce système du PNR. Pourquoi ? Parce que nous allons fliquer tout le monde, alors qu'aujourd'hui, on sait, après les attentats de Bruxelles, après les attentats de Paris, on connaissait qui étaient notamment les suspects. Alors il fallait mettre le paquet notamment sur les services de renseignement, ce qu'on n'a absolument pas fait. Et au lieu de faire de la coordination de renseignement à l'échelle au niveau européen, on a fait du bilatéral, ce qui est une catastrophe. Donc je préfère mettre 1,5 milliard dans un vrai service de renseignement européen, réellement.
Le problème que nous avons, c'est que les services de renseignement européens aujourd'hui sont submergés, notamment par l'ensemble des données. Donc nous, on va leur dire en plus demain, eh ben, c'est pas seulement les suspects, notamment qui seront prêts à faire des actes de terrorisme. Non, on va fliquer tout le monde. Donc ce qui est un peu, vraiment, c'est contre-productif. Certes, le PNR, c'est absolument pas la recette miracle contre le terrorisme, ça je suis persuadée, mais il faut aussi dire qu'on a un vrai problème aussi législatif derrière. Pourquoi ? Parce qu'on a la Cour européenne de justice qui a montré à quel point le PNR était illégal en termes de données et d'échange de données. Donc on voit bien ici, on a l'impression, parce qu'aujourd'hui on a Manuel Valls qui est à Strasbourg, on peut pas faire. Il a dit qu'il n'était pas venu là pour parler du PNR, visiblement. Ah, tant mieux, parce que si. On va pas juger sur le PNR carrément. Tant mieux, parce que. La protection des données, il y a quelque temps. Non, mais pas tant du mieux tout si. PNR. Alors, s'il ne vient pas ici pour le PNR, j'espère qu'il parlera d'autres sujets qui sont à l'ordre du jour du Parlement européen, que ce soit le Panama Papers, etc. En tout cas, sur ces questions-là, je pense qu'il ne faut pas faire des écrans de fumée ou vraiment des actions de communication. Je veux dire, ce que vous dites, c'est que les outils, il y a des outils qui existent, il faut mais les renforcer. Il faut les renforcer et il faut réellement mettre le paquet sur déjà les personnes qui sont identifiées. On ne peut pas non plus prendre comme ça toutes les personnes qui prennent l'avion. Alors on parle de l'avion aujourd'hui, il faut faire attention, parce que moi je suis dans la commission transport. On parle de l'avion. Juste pour vérifier. Demain, on va commencer à parler notamment du train. On va commencer à parler des bateaux. Donc ça fait beaucoup de gens à surveiller, beaucoup de données qui pourraient être, qui pourraient tomber en plus dans des mains qui pourraient remettre en cause ces données-là. Donc il faut faire très très attention sur la protection des données. Patrick Le Yarrick. Je crois que personne ne croit que c'est un outil remède miracle. Faire éradiquer le terrorisme. C'est un outil qu'on essaye de se donner, soi-disant pour suivre des terroristes, mais quand on regarde ce qui s'est passé malheureusement tous ces derniers mois, ce n'est pas des gens qui avaient pris l'avion. Donc c'est très discutable comme argument. Secondement, le nombre de données sur chaque individu qui vont être recueillis, leur transfert à d'autres pays, dont aux Américains. La durée de conservation de ces données pose beaucoup de problèmes. Et donc, il y a eu des réticences partout dans les forces progressistes. Mais aujourd'hui encore, il y a beaucoup, même si on va voter des textes sur la protection de données, ça ne résout pas la totalité des problèmes qu'on avait posés, d'autant que c'est vrai que la Cour de justice européenne avait fait des remarques sur cette méthode-là et avait jugé un peu plutôt limite, elle avait plutôt condamné. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait besoin de toutes ces données. Je pense aussi que peut-être faut-il, encore qu'on en recueille déjà un certain nombre de données, peut-être faut-il renforcer ce qui existait déjà, mais surtout, il y a un ensemble de dispositifs autour du renseignement européen et mondial j'ai des progrès qui sont faits, mais qu'il est urgent d'accomplir aujourd'hui pour être efficace. Un mot là-dessus, vous êtes relativement tous d'accord sur cette question, Stelios Kologlou. Un mot sur cette question du PNR, quand même, deux mots, mais qui quand même, on n'entend parler que de ça quand même dans la presse. D'abord, je vous raconte une histoire de l'époque de l'Union soviétique où j'étais correspondant pendant plusieurs années. Il y avait une vraie histoire, on a dérogé un type dans la siège de KGB. Et lui, il a dit, mais comment vous me traitez comme un suspect ici? Et le chef de KGB lui a dit, si tu es là, tu es déjà condamné. Tous les autres, on l'a fait montrer dehors de la fenêtre. Et lui a dit, tous les autres là, les gens qui se killent d'arrêt, c'est eux les suspects. Le deuxième chose, c'est que, vous savez, déjà, il y a une échange des informations de la part de la compagnie aérienne. Et on a discuté la semaine dernière, c'était un incident qui s'est passé dans notre groupe parlementaire. Un de nos conseillers a essayé de voyager au Canada. Il n'a pas pu. Il n'a pas payé. Parce qu'il était possible qu'il passe au-dessus des États-Unis. Mais oui, mais la question qui s'est posée, comment Air France, parce que Air France l'a empêché de monter au bord. Et alors, c'était comme ça.
Alors comment Air France savait que lui, il était dans une liste noire des passagers qui pourraient éventuellement passer peut-être au-dessus des volets, au-dessus des... c'est incroyable. Visiblement, les États-Unis avaient son nom. Et les mêmes conseillers qui n'avaient rien à faire avec le terrorisme d'ailleurs. Il était défenseur des droits de l'homme à Colombie pendant l'époque de la dictature et des mesures démocratiques. Et lui, il a essayé aussi de voler avec Air Canada, toujours à partir de Bruxelles. Il a d'abord demandé est-ce que l'avion va voler au-dessus des États-Unis. Il a dit non. Alors, il a acheté un billet, il a essayé de débarquer avec Air Canada, on lui dit non. On l'a empêché. Alors, il y a une échange de formation. Pourquoi on a besoin de donner des informations supplémentaires sur qu'est-ce que j'aime dîner ou où j'habite et tout ça. C'est 19 informations. C'est une hypocrisie totale et le Parlement européen est utilisé comme un bouc émissaire, évidemment, pour les erreurs que les services secrets ont fait, à la fois les Français et les Belges. Mais il faut aussi, et à la fin, il faut demander, à cause de cet incident dont je vais vous mentionner avec notre conseiller, il faut que les Français se demandent si Air France est une compagnie française ou une branche de National Security, de l'agence de National Security américaine ou de CIA. C'est une bonne question. Ah oui, excusez-moi, oui, si. Le deuxième exemple, c'était avec Air Canada, non? Oui, voilà. Mais il n'y a pas de Canadiens ici. Non. Alors, on a bien compris que vous étiez... pas français d'abord. On a bien compris que vous étiez d'accord, en gros, sur ce PNR. Donc, ce PNR demandé par les uns les autres, enfin en gros par la droite et par les gouvernements, dont le gouvernement français, ne va pas passer. Hein, on n'en sait rien. Si vous pensez qu'il va passer quand même. Si, je pense qu'il va passer. Ah bon, d'accord. Ouais. Vous avez fait les comptes. Non, mais dit Sylvie, oui. Bon. a priori, Alors, si, je veux dire, il y a. Sylvie et Guillaume a des comptes qu'on n'a pas. Si je fais mes comptes, j'ai l'impression qu'il passe. D'accord, il va passer. Alors, en dehors de ça, en un mot, parce qu'on va passer à un autre sujet, mais qu'est-ce que vous proposez d'autre quand même à l'heure actuelle dans cette lutte contre le terrorisme? Vous l'avez dit un peu les uns les autres, renforcement quand même des outils déjà existants. Oui, d'abord, mais il y a quelque chose sur lequel il faut revenir, c'est la question de l'échange d'informations. Là où je suis en désaccord avec Karima, c'est que pour le coup, les Belges et les Français, même s'ils l'ont fait très en retard, sont parvenus à discuter entre eux pour arriver à attraper la plupart de ceux qui faisaient, au moins dans le premier cercle, qui composaient ces cellules terroristes. C'est sans doute pas terminé et les échanges doivent continuer. Donc, ce que ça montre au moins, c'est que ça peut arriver, ça peut exister. Et c'est là que la défaillance, elle est réelle. Elle est dans la collecte, c'est une chose, mais moi je fais bien la différence entre la collecte, le traitement et l'analyse. Et ces trois choses-là doivent être réalisées. La deuxième chose qu'il faut préciser, c'est que le PNR européen, moi l'un de mes regrets, c'est que j'aurais aimé qu'il puisse être réellement un peu plus qu'une coordination de PNR nationaux. Il y a une quinzaine de PNR nationaux qui existent déjà. En France, pas encore, enfin, apparemment il n'a pas l'air d'être tout à fait opérationnel pour tout de suite, mais les Britanniques en ont un depuis 2006, qui fonctionne a priori plutôt bien, en tout cas pour l'objectif que les Britanniques se sont posés. Donc à un moment donné, si le PNR européen est exclusivement ou ne sert qu'à collecter ce que les autres PNR nationaux veulent bien lui transmettre, on va rater encore une étape. Et donc il faut qu'il y ait plus de coordination et plus de traitement d'informations qu'il n'y en a pour le moment, avec des PNR nationaux qui existent. Or, pour l'instant, tous n'existent pas. Là-dessus, vous êtes d'accord, Madeleine, en gros, vous l'avez déjà dit d'ailleurs. Mais c'est vrai que moi, je pense que l'urgence, c'est d'avoir un vrai service de renseignement européen doté de véritables moyens. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le moyen. Déjà, ils sont submergés rien que par les données sur lesquelles ils travaillent. Donc aujourd'hui, il faut vraiment renforcer cet outil pour pouvoir avancer. Après, moi je suis d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, de toute manière, même si le PNR est voté demain, on aura 28 PNR, et alors qui fera la coordination de tout ça? On a un vrai problème, on n'est plus dans une volonté réelle d'avoir un vrai plan européen avec des choses qui marchent et qui sont efficaces, que chacun ait son petit PNR. Ça n'a aucune efficacité.
Patrick C'est aussi Léharic, des questions de souveraineté, pardon, aussi. Oui. Je pense qu'il y a une prévention de la part de beaucoup de services à délivrer. mettre en commun un certain nombre d'informations. Et on l'a bien vu aussi sur Europol, puisque jusqu'à il y a très peu de temps, et je ne suis pas sûre qu'on ait franchi une très très grosse étape ces derniers mois, il n'y avait que 5 États qui transmettaient à Europol des informations déterminantes justement de partage d'informations pour plus de 50%. Donc Oui, voilà, donc il n'y a pas de volonté, et c'est là le problème. Bien sûr. Il n'y a Et- pas de et volonté là, des États membres voilà. aussi de C'est ça, travailler ensemble. c'est ça. hein. Donc sans cette volonté, il les faut mesures identifier techniques, les absolument. responsables effectivement de ces défaillances. Bien Et sûr. pas d'erreur sur les responsables. Patrick Léharic, quand même, bon, dans cette conjoncture d'attentats, de lutte contre le terrorisme, de besoins de sécurité qui existent partout en Europe, qu'est-ce que vous dites, vous, de ce qu'il faut renforcer à l'heure actuelle? Non, mais il y a des besoins de sécurité, mais il faut arriver, même dans une période comme ça très difficile, à combiner sécurité et liberté. C'est la grande question permanente. Mais il faut rendre les citoyens, il faut rendre les gens, les peuples responsables de cela. C'est-à-dire, ce n'est pas en réduisant des libertés, ce n'est pas en contrôlant tout, ce n'est pas en prenant les données puis en nous suivant, y compris parfois pour autre chose que des raisons de sécurité, parce qu'il ne faut pas non plus trop se raconter d'histoire, qu'on va régler la question du terrorisme, qui est une question profonde, qui est une question inquiétante, qui touche beaucoup contrairement à ce qui se dit parfois, des catégories, enfin, le lieu de naissance, le lieu de combinaison de ça, de commencement de ça, n'est pas seulement dans les cités populaires qu'on est en train de honnir dans certains organes de presse depuis quelque temps, en désignant des villes à la vindicte populaire. Il y a une multitude d'ingrédients, une multitude de questions, dont la question sociale n'est pas la plus petite. Mais sur ce qui nous préoccupe au fond, c'est quand même le moyen de tarir les foyers de guerre, les foyers de tension dans le Proche et le Moyen-Orient. Ça, c'est une question fondamentale. Et arriver à essaimer à nouveau des idées progressistes, des organisations progressistes, des associations, le fait que les gens ils puissent se regrouper, se parler entre eux et combattre ça. C'est beaucoup ce qui manque, parce que le terrorisme et puis certains fondamentalismes religieux se développent là où quand même les grandes puissances se sont évertuées à détruire les partis socialistes, les partis communistes, les organisations syndicales, les associations de défense des travailleurs. Et les structures de l'État aussi. Ou des citoyens, voire l'État, en pénétrant l'État. Le mouvement national arabe qui a été totalement détruit avec ce qu'il avait de positif et de mal. Et donc, c'est un ensemble de données qui permettra d'éradiquer ça. Et avec ici, sur le territoire européen, évidemment des mesures de coercition, des mesures de contrôle, des mesures pour surveiller ce qu'il faut surveiller et les attraper, mais en même temps, on a un effort considérable à faire sur les enjeux de la formation, de l'éducation et en gros de la sécurité de vie. Ce n'est pas la peine de faire croire à des jeunes qu'ils ont une très mauvaise vie et ils vont avoir une belle mort en retrouvant je ne sais quel ciel et où des bras tendres vont leur ouvrir les mains. Tout ça, il faut arriver à... Mais ça, c'est une question de la société, par-delà nos différences d'opinion. La question des migrants et des réfugiés, alors qui est la question qui continue, qui se poursuit bien sûr. Où est-ce qu'on a l'air? Depuis le début du mois, suite à l'accord qui a été signé entre l'Union européenne et la Turquie, c'est la Turquie et la Grèce, il ne faut quand même pas qu'on l'oublie, qui sont chargés un peu pour l'Union européenne de prendre en charge ce problème de l'afflux des migrants. Alors, ce qui est nouveau, c'est que depuis quelques jours, c'est que des réfugiés qui ne correspondent pas aux critères qui sont retenus pour être des demandeurs d'asile recevables en Europe sont renvoyés vers des îles grecques où ils arrivent, où ils continuent d'arriver, vers la Turquie. On voit on voit quelques images à la télévision avec un ferry qui emmène quelques personnes. On ne sait pas trop où vont ces gens-là. On ne sait pas trop à quoi ça correspond en termes de combien de gens partent et sur la base de quels critères, etc. Qu'est-ce que vous avez, Stelios, de nouveau comme information
comment ça se passe depuis quelques jours, sachant qu'on vient de voir par ailleurs qu'à la frontière, on a tous vu ça, les uns les autres vous en avez parlé, qu'à la frontière du nord, à la frontière avec la Macédoine, des incidents graves se sont déroulés il y a quelques jours. Quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce que ça a changé cet accord et la mise en application de cet accord sur place en Grèce? Puisque c'est vous là-bas qui êtes encore une fois aux premières loges, si je puis dire. On a déjà discuté sur ça dans une autre émission. Et, à mon avis, cet accord avec la Turquie, c'était la moins pire des solutions qui existaient. Ce n'était pas la meilleure solution, de toute façon. Mais au lieu que tout le monde, des centaines de milliers, soit bloqués en Grèce, ça veut dire qu'il y a maintenant une espèce de... parce que le flux de réfugiés, le nombre des arrivées est beaucoup diminué par rapport à ça. Il y a des gens qui vont vers la Turquie, mais il faut respecter ces droits, même s'ils ne sont pas des réfugiés, mais plutôt des émigrés pour des raisons économiques. Et au terrain grec, il y a toujours des manifestations de réfugiés qui essayent de traverser les frontières au nord pour venir en Europe, pour arriver au paradis, où nous sommes à Calais par exemple. Mais malheureusement ils n'arrivent pas. Et le nouveau élément politiquement, c'est que l'extrême droite grecque, qui a été beaucoup marginalisée ces dernières années, essaye de revenir au premier plan de politique parce qu'il essaye d'exploiter un sentiment d'anxiété, de peur qui commence dans la population grecque. Même s'il y a toujours cette remarquable attitude de solidarité, de petites initiatives, de personnalités isolées, une vieille femme qui cuisine pour tout le monde, une autre qui lève les chaussures des émigrés et tout ça, il y a quand même, les médias jouent un rôle négatif aussi. Alors l'extrême droite est revenue. Et la week-end dernier, nous avions des affrontements entre la police et l'extrême droite. Qui, pour la première fois, ont été encore une fois mobilisés. Ils ont essayé de pénétrer avec la force au port de Pirée pour attaquer les réfugiés. Alors il faut absolument qu'il y ait encore une multiplication d'aides avec la Grèce, d'aide matérielle, disons, et aussi de solidarité symbolique pour que cette situation ne détériore pas en faveur, que n'est pas le lobe doré, les néo-nazis, l'extrême droite en profitent. Sylvie Guillaume, vous étiez sur place il n'y a pas très longtemps, en Turquie avant l'arrivée avant cet accord, mais vous avez vu la situation. Qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez comme information nouvelle sur la manière dont ça se déroule là-bas? Je ne sais pas si c'était très nouveau, mais je vais y venir. Mais par rapport à ce que disait Stélio, en gros, c'est un troc d'une certaine manière. C'est-à-dire que c'est un Syrien qui entre, un Syrien qui sort. Et s'il y a un seul avantage, c'est que ça laisse un peu moins la Grèce, les autorités grecques, seules et enfermées de l'intérieur avec les personnes qui sont entrées. C'est le seul avantage que je vois à cela, parce que sur le reste, moi je vous avoue que j'ai été d'abord révulsée et puis très très en colère vis-à-vis de cet accord, pour multiples raisons. D'abord parce que ça considère assez mal les personnes humaines individuellement, plutôt comme un peu des paquets d'échanges. Deuxièmement parce que je pense que légalement, c'est quand même vraiment sujet à caution et que je ne sais pas quand ou comment des recours seront effectués, mais quand on parle de retour collectif, quand on parle du fait que les gens qui ont demandé l'asile, leur demande n'est pas examinée individuellement et encore moins individuellement, mais qu'ils sont retournés. Quand on dit que la Turquie est un pays tiers sûr ou qu'elle pourrait l'être, mais qu'en même temps on sait qu'il y a une partie de la Convention de Genève qui n'est pas signée par la Turquie, donc ça fait quand même beaucoup de choses qui rendent cet accord, je pense, à la fois critiquable et fragile. Mais le vrai problème que nous avons, c'est que l'alternative à tout cela,
ça serait que chacun puisse être solidaire et se répartisse la charge de... On l'entendait dire ce matin dans le Parlement, ça. C'est-à-dire qu'on a toujours... Pardon, juste d'une phrase. Cette alternative-là, on ne parvient pas à la mettre en place parce que les États membres ne veulent pas, pour beaucoup d'entre eux, même voir un seul étranger entrer chez eux. Donc, si nous avions cette alternative contrainte de répartition des gens, on pourrait se passer de cet accord et faire en sorte que les choses soient plus harmonieuses. Nous ne l'avons pas. Ça ne veut pas dire que je cautionne cet accord par ailleurs, mais je dis simplement qu'il y a une impossibilité, une nouvelle fois, liée à certaines interprétations. On est dans ce cas de figure un peu surréaliste où effectivement, ce matin au Parlement européen, tout le monde disait ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire il faut qu'on continue à défendre les valeurs de l'Europe sur les immigrés, etc. Et en réalité, on s'aperçoit que cette volonté est affirmée dans les mots, mais qu'en réalité, il ne se passe pas grand-chose, sinon cet accord dont vous êtes en train de parler. Karima Deli, sur cette question. L'accord qui a été fait avec la Turquie, pour moi, c'est la faillite morale de l'Europe. Vraiment la faillite morale. Pourquoi je dis ça? Parce que les États membres préfèrent sous-traiter la gestion de leurs réfugiés à un pays qui est la Turquie, dont un rapport d'Amnesty International décrit le régime autoritaire, ça c'est la première chose, et dit à quel point justement que des Syriens ou rentrent en Turquie et qui sont renvoyés en Syrie. Donc vous voyez les conditions dans lesquelles on met ces gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Sylvie Guillaume parle de troc. Mais là, c'est scandaleux ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a dégagé 6 milliards d'euros, alors qu'il suffirait de quelques millions. Et moi, je le dis, parce que dans ma circonscription, j'ai Calais. Calais, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis 1998. Quels que soient les gouvernements, personne n'a pris au sérieux cette question. Et quand je vois qu'un maire qui s'appelle Damien Carême, qui a monté à Grande-Synthe le premier camp de réfugiés HCR, donc aux normes réellement de l'ONU, avec 1500 places, ou avec la population, ça se passe super bien. Justement, il a pris tout de suite le problème. Il a pris tout de suite le problème. Et on voit bien que ça se passe bien. Je me dis, et lui aussi, il a besoin d'argent. Je veux dire, que fait le gouvernement français? Et à Calais, c'est pareil. C'est qu'à un moment, il faut aussi considérer que les réfugiés, par exemple en France, ne nous considèrent plus comme une terre d'accueil. Ils ne veulent pas rester chez nous. Vous voyez un petit peu où on en est. Et donc, dans cette affaire, ce qu'il faut dire simplement, et vous l'avez rappelé en introduction, mais je voudrais vraiment insister sur ça, c'est que depuis quelques jours, on est passé, selon moi, d'une passivité criminelle, où on a laissé mourir les gens dans la mer. On a dit que la Méditerranée, c'était le plus grand cimetière à ciel ouvert. Tout le monde a pleuré quand on a vu cette photo du petit Highline. C'était de la passivité criminelle, notamment des chefs d'État. Et aujourd'hui, on passe à un autre niveau. Un autre niveau, c'est de l'agressivité criminelle. Vous avez parlé à la frontière, notamment gréco-macédoine. Ce sont des policiers qui tirent sur les réfugiés et sans qu'aucun des deux pays prenne leurs responsabilités. Ensuite, hier, je lisais en Bulgarie, c'est la chasse aux migrants, aux réfugiés, au point que les habitants ligotent des réfugiés. Et là, on dit, les responsables politiques justifient les agresseurs. Et donc, on voit bien que dans ce temps, dans ce moment où justement l'humanité a besoin qu'on se serre les coudes, qu'on dessine un destin commun, qu'on se dise réellement on est tous des êtres humains sur la même planète, je pense qu'il est grand temps, de mettre des moyens, mais aussi mettre de la morale dans notamment tous les accords qu'on fera avec les réfugiés. Sinon, il faut trouver des solutions aussi. Les solutions. Parce que là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que Calais, ce n'est pas du tout le même type de public. Et tu le sais très bien. Ce n'est pas un public de Syriens qui arrivent. C'est des gens qui sont en transit parce qu'ils veulent rentrer en Angleterre et qu'ils n'ont pas du tout envie de poser une demande d'asile. Parce que selon Dublin, si tu la poses en France, tu ne peux pas aller plus loin. C'est pour ça que dans les... Donc, on ne peut pas comparer les choses. Non, c'est pas du tout, on ne peut pas comparer les choses. Et je suis très critique sur Calais pour d'autres raisons par ailleurs. Donc moi, on est d'accord sur la critique. Non, mais sur le Calais... Sur le public, c'est absolument pas le cas. Non, mais sur Calais, moi, je vais revenir très vite. Sur Calais, ça ne date pas d'hier, ça date de 1998. Ça date ou ça date pas. Justement, le problème en disant de fond, que ça ne date pas d'hier, Karima, tu dis que ça n'est pas une question de Syriens et de guerre en Syrie. Il y a des Irakiens là-bas, il y a des Afghans. Il y a des Afghans, justement, et qui ne veulent pas effectivement poser la demande d'asile en France. La France laisse ces gens dans des conditions indignes. Je suis d'accord avec ça. Donc à un moment, je suis il faut que d'accord la avec France, ça. pays des droits de l'homme et des valeurs,
mettre le paquet pour juste accueillir dignement ces gens. Juste, je te La demande deuxième juste chose, un truc, attends. c'est que d'aller un peu Attendez, plus loin que la attendez, morale, mais attendez. aussi de faire des propositions. Ben parce que justement, les propositions, moi, la je morale, pense- c'est pas suffisant. Bah, la première proposition, j'aurais aimé, par exemple, que François Hollande, lorsqu'il a reçu en grande pompe M. Cameron, notamment lors des discussions du Brexit, M. Hollande mette justement la pression pour dire les réfugiés de Calais ne veulent pas rester à Calais. Ils veulent aller en Angleterre. Et alors Qu'attends-tu justement pour dire la responsabilité européenne, c'est de dire chacun doit prendre sa part. Et alors, il Ensuite, lui dit, et qu'est-ce je qu'il vais dit terminer. Cameron? Il dit quoi? Il dit non. Et puis point barre, qu'est-ce que tu veux? Enfin, tu forces quelqu'un Mais- et tu mets les gens dans des trains pour franchir le Mais à ce tunnel et moment-là, il aller faut aboutir remettre à à Londres. plat les accords Du Touquet. Voilà. Ça, c'est la Autre première histoire. Voilà. Mais ça, c'est pas Qui fait- simplement de la qui fait de Calais- déclaration. C'est pas de C'est pas parce déclaration. que tu déclares C'est à pas de la Cameron qu'il déclaration. faut faire ça que ça se passe. Ça aurait été les- de mettre Le à plat déclamatoire ne les- suffit pas. Je ne suis pas dans le déclaratoire, je fais des propositions. Déclamatoire. Remettre à plat les accords du Touquet, tu voulais des choses concrètes. La première Les accords du Touquet, rappelons-le, qui font de Calais, De Calais, la la frontière frontière de pour la les Grande-Bretagne. La deuxième chose, il est Comme, content de remettre comme à à plat l'époque les des bourgeois accords, de Calais. les accords de Dublin. Il est Ah, grand ça, c'est temps. en cours. Ça, oui, mais en même temps, Et c'est il en faut cours. qu'on pousse on est- nous. Il faut que nous, on pousse parlementaires. Oui, parce que, et les, ce soit remis oui, en parce que cause. les chefs d'État, ils seront absolument pas d'accord aujourd'hui. Donc ça, c'est une deuxième volonté. La troisième volonté, moi je le dis, il faut qu'on mette en place, notamment partout dans les régions en Europe, des consulats européens pour accompagner les réfugiés qui ne connaissent pas leurs droits, qui n'ont pas le droit des interprètes, qui n'ont pas le droit à avoir des soins, alors que tout ça est réglementé, notamment par des conventions internationales. Et ce n'est pas digne des États qui ont signé ces conventions internationales. Merci à vous. Il y a matière à un autre débat, on va le faire. On prend le rendez-vous ici. Régulièrement. Merci à vous, merci à vous qui nous avez suivis également. Et ne manquez pas l'autre débat que vous retrouverez donc sur notre site l'humanité.fr. On y parlera du scandale des Panama Papers et puis des secrets d'affaires. Au revoir, à bientôt, merci.